Juste avant de m'enfermer dans mon rôle de potiche, je voudrais remercier les organisateurs pour leur dire que c'est vraiment une très bonne idée, très sympathique de sortir les vieux professeurs de la naphtaline pour leur montrer comment on fait encore les beaux colloques. Il y a un fan club. Et alors, comme c'est le moment de l'émotion, j'ai calculé pour les besoins de ce colloque avec émotion qu'il y a maintenant 14 ans, presque jour pour jour, que j'ai quitté la faculté de droit, Grenoble, le master, le QRP pour commencer un tour du monde à la voile. Donc j'ai commencé une deuxième vie après ma première vie de professeur de droit. Vous me croirez si vous voulez, mais quand je suis arrivé aux Marquises, qui pour moi avaient toujours été des îles lointaines, c'est plutôt la faculté de droit qui m'est apparue comme la faculté de droit de Grenoble qui m'est apparue comme une île lointaine. De même d'ailleurs que la jurisprudence sur l'image des biens, la propriété intellectuelle plus généralement, et peut-être même tout le droit tout court. Donc dans ma deuxième vie, le droit a joué quand même un moindre rôle par rapport à la première. Alors, ce colloque me ramène sur les lieux de ma première vie, me montre que la boucle est bouclée. Alors, paraphrasant du Bellay, je vous dirais évidemment que je suis heureux, comme Ulysse, pour avoir fait un beau voyage. Mais je suis heureux aussi, je précise d'ailleurs que mon voyage s'est passé beaucoup mieux que le voyage d'Ulysse. Je signale à mes jeunes collègues qui m'ont dit avec enthousiasme, ça y est, on se lance dans la voile. Surtout, vous ne lisez pas l'Odyssée avant de naviguer. C'est le plus mauvais manuel de navigation qui ait été écrit. Bon. La deuxième raison d'être heureux, c'est que c'est l'occasion de dire le bonheur qu'a représenté les années que j'ai passées à collaborer aux activités du master, du QRP, de voir l'enthousiasme de ceux qui l'animaient avec moi, et puis l'enthousiasme des étudiants qu'on accueillait chaque année. Alors c'est aussi l'occasion de dire merci à Marie-Angèle Perrault-Morel. Pour ceux qui la connaissent, je vais vous donner un peu de ses nouvelles. J'ai été la voir il y a quelques semaines. Elle a 94 ans. Intellectuellement, elle est toujours tout à fait valide. Mais malheureusement, physiquement, elle peut que très difficilement se déplacer. C'est notamment pour ça qu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc elle n'est pas avec nous, mais nos pensées sont avec elle. Si quelqu'un a une parapropriété intellectuelle sur une certaine création, je crois qu'elle a une parapropriété sur les activités du master, du QRP et de la propriété intellectuelle en général à Grenoble. Parce qu'avant elle, il n'y avait rien. Desbois était professeur à Grenoble, mais il n'a pas enseigné la propriété littéraire artistique. Alors ce matin, Jean-Michel Bruguière se demandait quelle était l'étincelle qui avait déclenché, allumé le flambeau de la propriété industrielle dans le cœur de Marie-Angèle. Alors on nous a parlé d'un doyen romaniste qui a dit « vous devriez faire ça ». Il y a aussi un complément qui, je ne suis pas sûr que ça aurait suffi. Marie-Angèle m'a dit que c'était Henri Desbois qui lui avait dit, quand elle était jeune chercheur, elle avait fini sa thèse depuis quelques années, elle avait intégré le CNRS, elle ne savait pas très bien dans quel sens orienter sa carrière, et Desbois lui a dit « voilà ma petite, il y a un créneau, vous devriez vous lancer là-dedans ». Et c'est elle, bien sûr, qui a créé le premier cours de propriété industrielle, de droit de la propriété industrielle à Grenoble. Elle m'a même dit que c'était le premier en France. Je ne sais pas si c'était le cas. Il y avait beaucoup de manuels. Mais apparemment, c'était une matière qui était un accessoire du droit commercial. Et ce n'était pas enseigné comme une discipline en tant que telle. Et c'est elle qui a créé le cours à Grenoble, qui, bien sûr, a créé le QRP. Et on sait avec quelle détermination, quel dynamisme. Alors non seulement elle l'a créé, mais aussi elle l'a développé, elle lui a donné une aura internationale. Et puis bien sûr, c'est elle qui, après quelques années de fonctionnement à l'intérieur d'un DEA, je crois de droit privé, qui était dirigé par le professeur Lefebvre, il y avait une option propriété industrielle de ce DEA,
ça, elle en est venue à créer le DESS, propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, qui est devenu le master. Et alors, ça a été un moment extraordinaire de reprendre alors, c'était déjà fort intéressant à partir du moment où le master a été créé en 1990 et avec la première promotion sortie en 91. C'est pour ça qu'on est, je crois, toujours dans les clous pour le célébrer maintenant. Mais c'est aussi un moment important que celui où Christian et moi avons repris la direction quand Marie-Angèle a pris sa retraite. C'est là que, curieusement, la géopolitique rejoint le droit de la propriété intellectuelle. Souvenez-vous, le milieu des années, elle est partie en 1995, donc on était quelques années après l'effondrement de l'Union soviétique. C'était l'époque de la signature des accords de Marrakech, de la création, 1994, vous voyez, signé en fin 1994, entrée en vigueur de l'OMC et de l'accord ADPIC, au 1er janvier 1995. Et à partir de là, ça a déclenché un appel d'air extraordinaire. Alors on a fait de notre... Évidemment, on faisait déjà depuis le début et depuis longtemps ce qu'on pouvait pour développer ce que Marie-Angèle avait déjà créé. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu un appel d'air extraordinaire. Tout le monde voulait, tous les pays qui jusque-là n'avaient pas fait de propriété intellectuelle ou avaient fait une propriété intellectuelle à leur manière, comme la Russie par exemple, comme l'Union soviétique, ont voulu s'intégrer dans le système de l'OMC, et pour ça, il fallait respecter les accords ADPIC, et pour ça, il fallait avoir du droit de la propriété intellectuelle moderne. Et donc, on a eu des candidatures de tous les côtés qui venaient du Chili, de Chine, du Japon, du Mozambique. Je me souviens avec émotion qu'un jour, j'ai reçu une grande enveloppe, format A4, même un peu plus, entièrement recouverte de timbres qui représentait un papillon jaune. Et c'était la candidature d'un Mozambicain qui m'écrivait en disant « Voilà, je travaille au ministère de la Culture. On me demande d'aider à préparer un projet de loi pour moderniser la législation que les Portugais nous ont laissée à l'indépendance en 1974 et qui datait de bien avant 1974. Au Mozambique, personne ne connaît la propriété intellectuelle. Est-ce que je pourrais venir la prendre chez vous ?» Et donc on avait le QRP, grâce à ça, et aux travaux de Marie-Angèle avant, a eu une résonance extraordinaire. Et puis on faisait des colloques un peu partout, à New York, à New Delhi, à Lyon. Il y avait un grand colloque sur la mondialisation en 1995. Tout ça a créé un mouvement tout à fait extraordinaire. Donc c'est ce que je voulais vous dire avant de me renfermer dans ma potiche. Féliciter mes successeurs, nos successeurs qui ont bien géré le fonds de commerce, qui font encore de beaux colloques. Puis alors le colloque d'aujourd'hui, le titre du colloque d'aujourd'hui me rassure pour les 30 années à venir, puisque après avoir épuisé, constaté qu'au bout des 30 premières années, à peu près tous les sujets de propriété intellectuelle étaient épuisés, eh bien, on vient de découvrir la parapropriété intellectuelle, et on pourra décliner ça comme la parapropriété intellectuelle dans le monde numérique, la parapropriété intellectuelle sur Internet. Je plaisante, mais je suis sûr que les 30 prochaines années vont être brillantes et actives. Merci. Alors, je passe la parole à ma coprésidente. Alors tout d'abord, merci à Jean-Michel et à Pascal pour ce beau colloque des 30 ans du Master 2, propriété intellectuelle et droit des technologies nouvelles, à la thématique très stimulante, en ce qu'elle nous convie à une jolie promenade dans le voisinage de la propriété intellectuelle. Et merci bien évidemment de m'y avoir convié en qualité de 4e potiche, si vous me permettez. Moi je préférerais pot de fleurs. C'est un tantinet plus flatteur, mais en tout cas, c'est extrêmement confortable, et ça, c'est très appréciable. Alors, ce matin, nous avons beaucoup entendu parler de champs, de mitoyenneté, d'empiètement, de zones grises, voire zones de combat, et tout cela nous a presque conduit du côté obscur de la force.
Le déjeuner étant passé par là, Jean-Michel et Pascal nous convient cet après-midi à une promenade en apparence plus paisible dans le jardin de la parapropriété intellectuelle pour y examiner son essence. Alors, une promenade peut-être plus intimiste, avec la confrontation de la parapropriété intellectuelle et du droit des biens, et une promenade peut-être plus exotique, avec le droit comparé. Il conviendra ensuite d'aller faire un petit tour dans l'abri de jardin, peut-être pas tout à fait au fond du jardin, pour voir concrètement et en pratique comment sont cultivés ces droits de parapropriété intellectuelle, avec le regard des praticiens, juristes, avocats, pour nous dire donc comment sont défendus ces droits de parapropriété intellectuelle. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Donc on voyage encore un peu avec Madame Budens, qui est donc professeure à l'Université de Liège et à l'Université libre de Bruxelles, avocate aussi. Jean-Michel, ce matin, a évoqué sa thèse, les quasi-créations, c'est ça, et mon amie Bérangère Glaise me confiait à quel point elle avait beaucoup travaillé sur ce bel opus. Donc voilà, vous allez aujourd'hui nous présenter donc les droits de parapropriété intellectuelle ou la parapropriété intellectuelle au Benelux. Merci. Alors, tout d'abord, évidemment, je remercie le professeur Bruguière et le QRP de m'avoir invité. C'est un colloque qui a une saveur toute particulière, puisque, comme beaucoup d'entre vous, c'est mon premier colloque en présentiel depuis la crise. Je dois avouer que quand j'ai vu le sujet qui m'était imparti, j'ai eu un peu peur, parce que la parapropriété intellectuelle à l'étranger, c'est un vaste sujet, évidemment. Donc je me suis dit que plus modestement, j'allais me focaliser sur le Benelux. Le Benelux, c'est quand même 28 millions d'habitants, une des plus grosses économies de la zone euro. Mais vous allez voir qu'on va vite sortir du Benelux. Donc pendant les 3 premières parties sur lesquelles je vais passer en train, on va parler du Benelux et surtout des Pays-Bas, l'autre pays du fromage, donc c'est parfait juste après avoir mangé. Ensuite de ça, on abordera quelques réflexions générales. Et vous allez voir, en effet, que c'est assez exotique. Et donc, je vais vous parler de 3 types de parapropriété intellectuelle, en essayant, dans la mesure du possible, de me centrer sur les Pays-Bas, puisque c'est le plus exotique. Je vous parlerai d'abord des parapropriété intellectuelle protégée au travers du droit de la concurrence déloyale. Donc on va voir le parasitisme, mais le parasitisme sauce hollandaise qui est tout à fait particulier. On verra ensuite de ça des parapropriétés intellectuelles au statut ambigu, qui ont en quelque sorte un pied dedans, un pied dehors. Et puis, 3e catégorie, on verra des parapropriétés intellectuelles qui sont bien installées dans leur droit de propriété intellectuelle, tout en n'ayant sans doute pas grand-chose à y faire. Et en outre, à la fin, je vous donnerai quelques réflexions personnelles. Commençons donc par la parapropriété intellectuelle protégée au travers du droit de la concurrence déloyale. Eh bien, aux Pays-Bas, ils ont développé une théorie tout à fait intéressante et tout à fait assumée qui s'appelle la théorie des prestations assimilables à des prestations protégées par la propriété intellectuelle. Donc c'est de la parapropriété intellectuelle parfaitement assumée et décomplexée. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, tout est parti d'un arrêt de la Cour suprême de 1986 qui concernait un système de localisation en mer. Et Decca avait développé un système de localisation en mer et elle vendait des appareils, des décodeurs qui permettaient d'utiliser ce système. Et Holland Nautique s'est mis à son tour à vendre des appareils qui étaient compatibles avec le système de localisation en mer. Et donc, ils se sont fait assigner. Et à cette occasion, je me retourne parce que j'ai du mal à lire en tout petit, ou alors je vais mettre mes lunettes. Et donc, finalement, que dit la Cour suprême? Elle dit, eh bien, le fait de profiter de la prestation d'un tiers en soi n'est pas illicite, mais néanmoins, le droit de la concurrence déloyale peut venir à la rescousse au profit d'une prestation de nature telle qu'elle est à mettre sur la même ligne que celle bénéficiant d'un droit de propriété intellectuelle. Donc, si vous arrivez à la constatation que la prestation
finalement, elle ressemble à une prestation protégée par un DPI, mais ce n'est pas une prestation protégée par un DPI, eh bien néanmoins, vous allez pouvoir obtenir le même effet de protection en invoquant le droit de la concurrence déloyale. C'est ce qu'on appelle, pour tous les nombreux néerlandophones qui sont présents dans la salle aujourd'hui, le inlandsprestatie. Alors, évidemment, toute la question à ce moment-là est de savoir, oui, mais qu'est-ce qu'une prestation à mettre sur la même ligne, évidemment? Alors, à nouveau, avant la loi sur les droits voisins de 1993, je vais quand même prendre mes lunettes parce que sinon ça va être un peu compliqué. C'est là où on voit que j'ai fait ma thèse il y a 30 ans. Donc, avant la loi du 1er juillet 1993, eh bien, les prestations des artistes-interprètes, les prestations des producteurs de phonogrammes, etc., étaient considérées comme des prestations assimilables. Et donc, il n'y avait pas encore de loi sur le droit voisin, mais vous obteniez exactement la même chose au travers du droit de la concurrence déloyale. On s'est très vite évidemment posé la question, oui, mais quid de la prestation de l'organisateur d'événements sportifs? Est-ce que ça n'est pas là aussi une prestation de nature organisationnelle, technique, qui est à mettre tout à fait sur la même ligne que la prestation d'un producteur de vidéogrammes ou d'un organisme de radiodiffusion? Et là, la Cour suprême a rendu 2 arrêts, un en 1987 et un en 2003, qui mettaient en cause la KNVB, donc l'association néerlandaise de foot, qui luttait contre le NOS, qui est une chaîne de télévision, pour tenter de faire reconnaître une sorte de droit, de parapropriété intellectuelle sur l'organisation de l'événement sportif. Et là, la Cour suprême a dit qu'en l'espèce, on ne pouvait pas conclure qu'il avait été tiré profit d'une prestation de telle nature qu'elle est à mettre sur la même ligne qu'une prestation qui justifie l'octroi d'un tel droit. Donc, la Cour suprême se met sur la ligne de l'arrêt DK Olympe Nautique et elle conclut, en l'espèce, ça n'est pas une telle prestation. Petite parenthèse. Est-ce que ça veut dire que l'organisateur de spectacles sportifs n'a pas la possibilité de contrôler ces championnats? Non, ils peuvent le faire, mais par un autre moyen. Et cet autre moyen, c'est ce que les Allemands appellent le Hausrecht et les Hollandais le Huisrecht. C'est donc le droit sur les lieux. Autrement dit, j'ai mon droit sur les lieux et donc j'autorise les personnes à entrer avec ou sans caméra, avec ou sans dispositif de captation, si tel est mon bon plaisir. Vous passez un contrat à partir du moment où vous arrivez dans le stade. Et donc c'est en vertu de mon droit sur les lieux que je contrôle l'exploitation qui est faite de mes matchs. Alors, la jurisprudence et la Cour suprême ont ensuite défini que cette théorie de la prestation assimilable ne s'appliquait pas aux produits. Bon. On a une décision de la Cour d'appel d'Amsterdam qui a reconnu une prestation assimilable pour un système d'abonnement à la demande pour voir des films via un décodeur. Parce que là, vraiment, on était dans un cas tout à fait parallèle à celui de DK Olympe Nautique. Mais, de manière générale, c'est très souvent refusé. Et on a ainsi refusé cette protection des prestations assimilables au format d'un jeu de télévisé, à une recette de bonbons, à une stratégie marketing, à une liste avec des données sur des programmes. Donc, autrement dit, n'importe quel ouvrage de doctrine vous explique que cette possibilité existe, mais quand vous regardez la jurisprudence, vous voyez qu'elle est peu utilisée. Pourquoi elle est peu utilisée? Vous le saurez dans un instant. Alors, en Belgique, je vais passer vite sur la Belgique parce que ça, c'est pas extrêmement intéressant. Enfin, quoique. Alors, en Belgique, il y a eu un arrêt de principe de la Cour de cassation en 2009. Et cet arrêt de la Cour de cassation dit des choses qui ne sont pas extrêmement surprenantes, à savoir que la copie en elle-même n'est pas illicite. Hein, je résume à l'extrême. La copie en elle-même n'est pas illicite. Et donc, je peux en quelque sorte parasiter les productions d'un autre opérateur économique. Néanmoins, le juge pourra admettre le comportement illicite si on peut prouver des circonstances additionnelles à la copie. C'est le fameux arrêt Noël-Marquet. Et donc, cet arrêt consacre en quelque sorte la théorie de ce que nous appelons l'effet réflexe. Qu'est-ce que c'est que l'effet réflexe? Eh bien, ça a été bien défini par l'avocat général qui a rendu des conclusions sous un arrêt de la Cour de justice Benelux, parce que vous savez qu'il y a aussi une Cour de justice propre au Benelux, et dans laquelle l'avocat général dit « L'effet réflexe dans le droit de la propriété intellectuelle implique que si les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir bénéficier de la protection d'un droit de propriété intellectuelle, on ne peut pas se prévaloir d'un autre régime de protection, droit commun, concurrence déloyale,
pour obtenir la même protection que celle offerte par le droit de propriété intellectuelle applicable. Donc, le droit commun n'est pas le filet de sécurité de la propriété intellectuelle. Quel a été le succès de cette nouvelle jurisprudence devant les juridictions de fond? Alors, certaines cours d'appel suivent évidemment la Cour de cassation et donc adoptent une approche restrictive, comme vous pouvez le voir à l'écran. Néanmoins, quand on regarde la jurisprudence des juges du fond, la plupart continuent à appliquer ce qui prévalait avant l'arrêt de 2009, à savoir ce qu'on appelle chez nous les critères Londers. À nouveau, je résume à l'extrême, on va estimer qu'il y a parasitisme si la prestation en cause est le fruit d'efforts créatifs et d'investissements relativement importants, qu'elle a une valeur économique, que le copieur a tiré parti de ces investissements et n'a lui-même fait aucun effort. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans de nombreuses décisions de fond. Voilà donc pour la première catégorie, à savoir protection prétorienne des prestations au travers du droit de la concurrence déloyale. Je passe à la deuxième catégorie, à savoir les prestations qui ont un statut ambigu. Et je commence par les secrets d'affaires. Et là, il y a quand même quelque chose qui est absolument fabuleux. Ce qui est absolument fabuleux, c'est le considérant 16 de la directive, la fameuse directive de 2016, qui dit ceci. Dans l'intérêt de l'innovation et en vue de favoriser la concurrence, les dispositions de la présente directive ne devraient créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations protégées en tant que secret d'affaires. Alors si ce soir votre chauffagiste vient chez vous et il répare votre chaudière et il vous dit « Mais madame, ça ne devrait pas exploser, ça ne devrait pas », vous n'allez dormir que d'un seul œil, parce que l'utilisation du conditionnel, vous allez me dire « ça ne devrait pas », donc ça pourrait en fait. Mais en fait c'est assez logique, parce que quand on voit l'étude Hogan-Lovells qui a servi de base, de travail préparatoire à cette directive, c'est quand même assez fascinant de se rendre compte qu'il n'y a évidemment pas unanimité, puisque certes, la majorité des pays de l'Union européenne considèrent que la protection des secrets d'affaires, ce n'est pas de la propriété intellectuelle. Vous aviez toute une liste de pays dont le nom m'a même impressionné, qui hésitaient, qui estimaient que quand même, néanmoins, certaines dispositions propres à la propriété intellectuelle devaient s'appliquer. Finlande, Lituanie, Portugal, Suède. Et puis vous aviez toute une série de pays qui considéraient au contraire que non, les secrets d'affaires, c'est de la propriété intellectuelle. L'Italie, la Lettonie, la Slovaquie, la Roumanie, voire même l'Espagne. Donc évidemment, on arrivait à une situation où le conditionnel s'imposait. Alors la Belgique reflète parfaitement cette position ambiguë, puisque toute la doctrine vous dira, mais bien entendu, les secrets d'affaires, ça n'est pas de la propriété intellectuelle. C'est aussi mon opinion, mais néanmoins, on a inséré la protection des secrets d'affaires dans le livre 11 qui concerne la propriété intellectuelle. Alors, donc, le secret d'affaires, une parapropriété intellectuelle reconnue par la loi, c'est à moitié de la propriété intellectuelle et à moitié autre chose. Autre exemple, le non commercial. Alors, vous savez que dans l'arrêt Anheuser-Busch, la Cour de justice nous dit, ben oui, le non commercial, c'est une propriété intellectuelle au sens des TRIPS. Ce qui est assez amusant, c'est de voir ce qu'on en a fait aux Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas, ils ont une loi particulière sur le non commercial, Handelsnaamwet. Et quand on regarde la doctrine autorisée sur cette loi, c'est assez amusant et ça montre à quel point les choses sont peu claires, puisqu'on nous dit celui qui participe à la vie des affaires est protégé contre la tromperie ou la confusion qui est créée à son égard lorsque son nom commercial est utilisé par d'autres, ça c'est l'article 8 de la Convention de Paris, un droit exclusif sur son nom commercial ne lui est pas explicitement reconnu. Mais un certain droit, il manque un mot dans ma présentation, mais un certain droit, pas totalement exclusif, résulte toutefois de la loi. Donc, il n'y a pas de droit, mais il y en a un quand même, mais pas tout à fait. Vous avez compris ? Bon. Alors, en Belgique, la situation est pour le coup plus simple, puisqu'on applique le droit de la concurrence déloyale. Donc ici aussi, non commercial, là on est plutôt un lion avec un petit peu de chèvre, c'est moins le centaure, mais néanmoins on est dans une créature hybride. Le nouveau droit des éditeurs de presse. Alors ici aussi, bon, je donne quelques exemples, j'aurais pu en prendre d'autres. On a octroyé un nouveau droit voisin aux éditeurs de presse, uniquement aux éditeurs de presse, en raison de leur contribution organisationnelle et financière. Et donc,
on a maintenant des droits voisins ou des droits sui generis pour toutes sortes de prestations. Et la question qui surgit évidemment, oui, mais finalement, qu'est-ce qui unit ces différents droits? Quel est le point commun? Quel est le fil rouge? Quelle est l'essence de la propriété intellectuelle face à la variété de ses incarnations? Alors, j'espère que personne parmi vous ne représente les héritiers de Tintin. Donc, qu'est-ce qui fait l'unité des droits de propriété intellectuelle? Eh bien, vous voyez l'image projetée derrière moi. Nous allons en reparler parce qu'elle n'est pas évidente. Alors, troisième catégorie, c'est l'interprétation extensive qui est donnée aux droits d'auteur aux Pays-Bas et qui finit par englober des prestations dont on se demande si elles sont bien à leur place. Alors bien entendu, les éléments de langage seront toujours les éléments de langage de la Cour de justice de l'Union européenne. Ils vous diront, mais bien entendu, choix libre et créatif, etc. Donc ils appliquent les bons critères, mais les résultats, vous allez voir, sont pour le moins surprenants. Ici, vous avez une forme de lampe, donc c'est un rectangle, voilà, un rectangle en métal, considéré comme protégé dans la mesure où il n'est pas établi que ces formes font partie du patrimoine commun des formes. Plus surprenant encore est ceci, vous savez ce que c'est? C'est du papier peint ligné bleu et blanc, ou jaune et blanc. Eh bien, le papier peint ligné bleu et blanc, jaune et blanc, est jugé protégé par le droit d'auteur. Ça mettrait que c'est quand même assez surprenant. Et puis, vous avez ceci, c'est une pochette rectangulaire avec un petit fil torsadé et un petit cœur. Et là, en effet, le tribunal d'Amsterdam dit oui, bon, les éléments sont banaux, triviaux, ok, d'accord, mais néanmoins, le juge est d'avis que le choix de cette combinaison spécifique est quant à lui le résultat de choix subjectifs et créatifs, donc c'est protégé. Plus étonnant, ceci. Alors ça, c'est un pot-fleur. On parlait de pot-fleur. Un pot-fleur avec une lampe dedans. Eh bien, le pot-fleur avec une lampe dedans, si, mesdames et messieurs, c'est une œuvre protégée par le droit d'auteur. Et puis vous avez un paquet de semoules, le paquet de semoules Soubry, n'importe quel paquet d'ailleurs. Et maintenant vous comprenez en fait pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin d'appliquer la théorie des prestations assimilables, parce qu'il n'y a pas besoin, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut avec le droit d'auteur. Une peluche, le Bou Knuffelhund et le Pomme Knuffelhund. Et alors je termine par la meilleure, qui est la plus récente, qui date d'il y a quelques semaines. Je vous laisse deviner ce que c'est. C'est un article érotique. Il y a vraiment qu'aux Pays-Bas qu'on fait une action en contrefaçon. Donc le gars qui produit des articles, des martinets sadomasochistes, a été assigné à un autre producteur en estimant qu'il y avait contrefaçon de son martinet. Absolument. Et c'est donc protégé par le droit d'auteur. Donc vous comprenez évidemment, dans ce cas-là, on est bien... on n'a plus besoin des prestations. Je savais que ça vous plairait. Mais on n'a pas fini de s'amuser. Et donc là, voilà donc pour la partie droit positif. Et maintenant, j'aimerais passer à quelques réflexions générales. Et deux réflexions. Première réflexion, c'est que les cas limites sont inhérents à la conceptualisation juridique. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle avait fumé quand elle a mis le sexual behavior in the human male. Je voudrais commencer par vous parler du rapport Kinsey. Vous savez qu'en 1948, Kinsey a publié ce fameux rapport sur la sexualité des Américains. Et puis, ça a provoqué un certain émoi, mais bon. Quelques années plus tard, il a publié le même rapport, mais sur la sexualité des femmes. Du coup, il a été mis à l'index, on lui a supprimé ses crédits, et le pauvre est mort dans la misère. Ce qui est intéressant, c'est que Kinsey, qu'est-ce qu'il était de formation? Kinsey, en fait, était taxinomiste. Il avait passé toute sa vie à s'intéresser aux guêpes. Donc, il avait classé et analysé des milliers d'espèces de guêpes. Et en tant que taxinomiste, il écrit ceci. Et c'est évidemment la partie surlignée en gras qui nous intéresse. Les personnes de sexe mâle ne sont pas divisées en deux populations discontinues, les hétérosexuels d'une part et les homosexuels de l'autre. La nature, comme nous l'enseigne ce principe fondamental de la taxinomie, procède rarement par catégories discontinues. Seul l'esprit humain invente des catégories et s'efforce de faire correspondre les faits à des cas séparés. Le monde vivant tout entier est un continuum dans ses moindres aspects. C'est vrai pour les comportements humains, c'est vrai pour les guêpes et c'est aussi vrai évidemment pour la réalité socio-économique que tente de capter le droit. C'est aussi un continuum. Et je voudrais enchaîner avec les escargots. Parce que je voudrais... ça va de soi. On reste dans la taxinomie.
Et Stephen Jay Gould, que vous connaissez peut-être, lui aussi s'intéresse à la taxinomie. Et il fait une distinction, et puis vous allez voir, on va revenir au droit quand même, il fait une distinction entre le taxinomiste essentialiste et le taxinomiste existentialiste. Alors, il nous dit ceci. Le taxinomiste essentialiste rassemble une pleine poignée d'escargots sous le chapeau d'une seule espèce. Pensons aux juristes qui rassemblent une pleine poignée de créations sous un certain concept. Il s'efforce d'en abstraire une essence et classe ensuite ces escargots en fonction de leur congruence à cette moyenne. L'anti-essentialiste voit tout autre chose dans cette même poignée d'escargots, un continuum de variations irréductibles définissant l'espèce dont certains variants sont plus nombreux que d'autres, mais qui sont tous de bons escargots. Et nous, là-dedans, où est-ce qu'on est ? Eh bien, le juriste est un taxinomiste essentialiste, puisque nous essayons de définir des catégories comme la propriété intellectuelle, et puis de faire correspondre la réalité socio-économique à ces catégories. Mais nous sommes des taxinomistes essentialistes qui doivent accepter une certaine porosité de nos catégories. La porosité est inhérente aux catégories juridiques, et donc la propriété intellectuelle n'est pas un espace bien défini, mais un espace aux frontières qui sont nécessairement floues. Il faut commencer par admettre le fait qu'en fait, il y a deux façons de tracer des catégories. Vous pouvez le faire avec une latte et un marqueur, et puis vous pouvez le faire aussi avec un pinceau et de l'aquarelle. Et en propriété intellectuelle, en droit en général, il vaut mieux tracer les catégories avec un pinceau et de l'aquarelle, parce que par essence, il faut s'accommoder d'un certain flou, à condition évidemment que ce flou reste marginal. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion générale que j'aimerais faire, c'est que les cas limites, les débordements, le bourgeonnement de la propriété intellectuelle sont favorisés par une ambiguïté quant au fondement de la propriété intellectuelle. Et c'est ce que je vais parler maintenant. Qu'est-ce qu'on veut finalement protéger ? Quel est l'objectif ? Que poursuit-on comme objectif ? Le bourgeonnement, ou plutôt, je pense qu'on devrait plutôt parler de fractalisation. Vous savez que Mandelbrot a développé la théorie des fractales en essayant de mesurer les côtes de la Grande-Bretagne. Donc lui aussi, il a développé la théorie des fractales en essayant de mesurer des limites. Et en mesurant des limites, on se rend compte qu'en fait, c'est immesurable. Et donc, le bourgeonnement et le flou à l'intérieur et autour de la propriété intellectuelle sont, à mon avis, il y a peut-être un déficit de réflexion. Et donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche à protéger avec la propriété intellectuelle ? Est-ce que c'est la création et ou l'investissement ? Mais alors l'investissement dans quel secteur ? Est-ce que c'est au contraire ou aussi le partage des connaissances ? Pensez par exemple aux licences Creative Commons, dont l'objectif est de faciliter la diffusion. Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est tout cela à la fois ? Alors, quand on voit l'opinion de l'Union européenne, quand on veut savoir ce qu'on cherche à protéger par l'API, le plus instructif est d'aller voir dans les considérants de la directive Enforcement, donc sur le respect de la propriété intellectuelle. Là, on nous dit à quoi ça sert. Le législateur européen sort du bois et nous dit voilà. La protection de la propriété intellectuelle est importante non seulement pour la promotion de l'innovation et de la création, mais également pour le développement de l'emploi et l'amélioration de la compétitivité. La protection de la propriété intellectuelle devrait permettre à l'inventeur ou au créateur de retirer un profit légitime de son invention ou de sa création. Elle devrait également permettre la diffusion la plus large possible des œuvres, des idées et des savoir-faire nouveaux. Donc, quels sont les objectifs ? Eh bien, c'est promouvoir les investissements, stimuler le créateur en lui accordant un profit légitime, donc on est encore dans l'économique, et en troisième lieu, favoriser la diffusion des connaissances. On retrouve les mêmes, vous voyez, oui, c'est peut-être uniquement dans cette directive-là. Non, en fait, vous prenez à peu près n'importe quelle directive sur la propriété intellectuelle et vous allez retrouver les mêmes éléments de langage. Donc voilà, il faut que ça stimule l'innovation, la créativité, l'investissement et la production de nouveaux contenus. Ou alors, dans la directive de 2012, le droit d'auteur constitue le fondement économique de l'industrie créative dès lors qu'il favorise l'innovation, la création, les investissements et les productions. Donc c'est toujours les mêmes éléments de langage. Quand vous regardez les rares directives qui sont, ou les plus rares directives qui sont dans un domaine purement technique, là vous verrez qu'on met surtout l'accent sur la protection des investissements. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche à protéger la création et l'investissement ?
On passe à la question suivante, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on gêne? Alors, il y a deux types de raisons. Pour des raisons endogènes ou pour des raisons exogènes. Les raisons endogènes, eh bien, on dira, voilà, on veut protéger la création parce que l'auteur ou l'inventeur a un droit naturel sur le fruit de son travail. La raison est à retrouver dans le droit lui-même. L'auteur a un droit naturel à la protection des fruits de son travail. D'accord. Mais évidemment, ça, c'est une justification qui passe mal pour les investissements, évidemment. Soit alors, on dit, bah, écoutez, voilà, on cherche à protéger la création et l'investissement pour des raisons exogènes, parce que c'est utile à l'intérêt général. Et ces deux approches, exogène, endogène, se retrouvent quand on regarde quels sont les fondements. Ah mince. Plus que 3-5 minutes. Bon, alors je prends mon petit vélo et j'accélère. Donc, approche endogène, c'est la justification personnaliste, c'est l'œuvre comme miroir de l'âme, hein, ou la justification par le travail, c'est la fameuse théorie de Locke. Et l'approche exogène, c'est l'approche contractualiste, le contrat entre l'auteur, l'inventeur et la société, ou l'approche utilitariste. Alors, je scrolle un peu, parce que sinon on ne va jamais y arriver. Actuellement, je suis obligée de rescroller un petit peu back, mais vous allez voir, je vais avancer. Le fondement le plus généralement utilisé, et vous l'avez vu quand on voit les directives, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'utilitarisme. On dit la propriété intellectuelle existe parce qu'elle est utile à l'intérêt général. Et toute la question est évidemment alors de définir quelle est l'utilité qui doit être servie. Est-ce que c'est l'utilité économique comprise comme la création de produits à valeur intellectuelle ajoutée, ou bien est-ce que c'est l'accès au plus grand nombre, ou bien est-ce que c'est encore autre chose? Alors, pour l'Union européenne, on a vu ce que disent les directives, c'est essentiellement une utilité économique hantée sur l'investissement, sur la prospérité. Mais si la raison d'être de la propriété intellectuelle consiste à favoriser la prospérité, la production de produits à valeur intellectuelle ajoutée, eh bien, ça amène à deux conséquences. La première, c'est qu'il y aura une propension systémique à accorder des droits de propriété intellectuelle à chaque fois qu'il y aura la nécessité de protéger un investissement sectoriel. Chaque fois qu'on inventera ou qu'il y aura un nouveau besoin sectoriel, eh bien, on créera un nouveau droit de propriété intellectuelle. À partir de là, il y a deux attitudes. Soit on assume cette dimension casuistique au cas par cas, soit alors on essaie de faire un pas en arrière et de dire, oui, mais au fond, est-ce qu'on ne doit pas essayer de rechercher une logique, un fil rouge dans ces protections accordées de manière sectorielle. Et le deuxième ordre de réflexion, c'est que si le fondement est utilitariste, alors, et là, je me sens un peu comme un boucher dans un congrès de végétariens, je suis désolée pour vous, mais on doit se demander, est-ce que la propriété intellectuelle est encore utile au XXIe siècle en Europe? Et là, je vais faire très vite. Quand on a créé les premières lois de propriété intellectuelle au début du 18e, fin du 18e, début du 19e, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les économistes, pour diverses raisons, sont revenus sur leur analyse première à la fin du XIXe siècle, et ils ont conclu que la propriété intellectuelle était néfaste à la croissance économique. Notamment le congrès des économistes allemands, je cite celui-là parce que les économistes c'est déjà sérieux, mais alors allemand c'est sérieux au carré, et au congrès annuel des économistes allemands à Dresde, eh bien, ils ont adopté à une majorité écrasante une résolution condamnant sans appel la propriété industrielle. Et donc, alors, tous les pays du nord de l'Europe se sont mis à supprimer les lois qu'ils avaient adoptées. Donc, approche utilitariste, d'accord, mais si on prend comme critère l'utilité, l'utilité, c'est quelque chose qui change au fil du temps. Ce qui est utile aujourd'hui ne sera peut-être pas utile demain. Et donc, il faut se demander, est-ce qu'au XXIe siècle, la propriété intellectuelle est utile? Et là, je voudrais vous montrer quelques chiffres, et puis après ça, vous pourrez m'arracher le micro. Regardez les chiffres de l'OMPI de 2021. Évidemment, on n'a que les chiffres pour les droits enregistrés. Mais vous voyez que l'Asie se taille la part du lion. Regardez dans les dessins et modèles, regardez dans les brevets, regardez dans les modèles d'utilité. Et puis, si vous voyez la situation dans le domaine des brevets, regardez la Chine, à elle seule, elle fait presque la moitié. Si vous ajoutez le Japon, la Corée et les États-Unis, regardez ce que représente l'Europe. Rien du tout. Donc la propriété intellectuelle est très utile pour les pays émergents, elle est utile pour la Chine. Est-ce qu'elle est encore utile pour l'Europe? C'est une excellente question qui mérite à tout le moins d'être posée.
Et donc, si on adopte, comme le fait l'Union européenne, comme le fait la majorité de la doctrine, une approche utilitariste, alors il faut se demander, au XXIe siècle, est-ce que c'est encore dans notre intérêt à nous? Et je parie avec le QRPI une caisse de champagne, enfin non, de bière belge quand même, que dans quelques années, vous allez voir que les théoriciens du libre-échange et les arguments qu'on a sortis au XIXe siècle vont à nouveau faire florès parce que la question mérite à tout le moins d'être posée. Et j'en ai fini, et je termine par une jolie citation de Lord Byron. Les lois et les institutions sont comme des horloges. De temps en temps, il faut savoir les arrêter, les nettoyer, les huiler et les mettre à l'heure juste. Je vous remercie. Merci Madame pour cette jolie promenade comparatiste et bucolique qui nous a ramené à l'essence de la propriété intellectuelle pour mieux comprendre ce que pouvait être la parapropriété intellectuelle. On va donc continuer cette réflexion avec William Dross, professeur à l'université de Lyon 3, éminent spécialiste de droit des biens, auteur de nombreux ouvrages de référence, dont l'incontournable sur les choses, l'incontournable ouvrage sur les choses. Merci. Est-ce que ce micro fonctionne? Oui, il fonctionne. Bonjour à tous et à toutes. Je dois d'abord commencer cette intervention par des remerciements. Et mes remerciements vont d'abord aux étudiants, parce que vous êtes là, vous êtes présents, et c'est grâce à vous qu'il y a ce genre de colloque. Merci évidemment aussi à Jean-Michel et à Pascal, mais voilà, d'abord merci aux étudiants de faire vivre l'université et ses manifestations scientifiques. Alors, je dois parler, parce que c'est le sujet qui m'a été attribué, c'est la nature de la parapropriété intellectuelle, et on a ajouté, pour me complaire, au regard du droit des biens. Bon, pourquoi est-ce qu'on s'interroge? Parce que c'est vraiment ça la question. Ça sert à quoi de s'interroger sur la nature de la parapropriété intellectuelle? Parce que les questions de nature, c'est des questions bonnes pour les philosophes, beaucoup plus que pour les juristes. Les juristes sont des gens pragmatiques et les questions voilà, un peu fumeuses, d'essence, etc., c'est bien gentil, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Si. Parce que qu'est-ce qu'on espère d'une interrogation sur la nature des parapropriétés intellectuelles? C'est évidemment des résultats très concrets. C'est-à-dire que si l'on peut déterminer la nature, alors d'abord, on va donner une place à tous ces espèces d'objets non identifiés. On va leur donner une place précise dans l'ordre juridique, et ça c'est très confortable pour le juriste qui aime l'ordre. Et surtout, on va leur donner un régime. Donc ça c'est très pratique. Et en plus, on va pouvoir se payer le luxe d'une éventuelle critique contre le législateur. On aime bien garder notre esprit d'indépendance et notre esprit critique pour dire mais quelle inconséquence du législateur que de ne pas avoir intégré ces objets dans le code de la propriété intellectuelle. C'est là qu'ils devraient être, et le fait de ne les y avoir pas mis dans le bon ordre, eh bien c'est soit finalement un problème d'arbitraire, et là c'est très grave sur les terres de la Révolution, soit un problème d'incohérence et d'irrationalité, et ça au pays de Descartes on n'aime pas non plus. Voilà, ça sert à ça à mon avis, une interrogation sur la nature des droits de parapropriété intellectuelle. Sauf qu'il faut bien être conscient d'une chose, c'est que le résultat de l'entreprise, pour peu qu'on y arrive, parce que ça, vous verrez que ce n'est pas forcément la conclusion qu'on va avoir à la fin de cette intervention, mais pour peu qu'on y arrive, cette réflexion, elle a un effet complètement dissolvant sur son sujet. Parce que finalement, l'alternative est la suivante. Soit on conclut que les parapropriétés intellectuelles dont il a été question ce matin sont des propriétés intellectuelles, et dans ce cas-là, elles n'ont aucune raison de naviguer dans l'orbite de la propriété intellectuelle et du code de la propriété intellectuelle, et il faut les mettre à l'intérieur du code de la propriété intellectuelle. Donc, ça c'est la première proposition, les parapropriétés intellectuelles n'existent pas parce qu'elles sont des propriétés intellectuelles. Et puis, évidemment, la deuxième façon de concevoir, c'est l'inverse, c'est la deuxième conclusion. Les parapropriétés intellectuelles ne sont pas des propriétés intellectuelles parce qu'elles n'en partagent pas la nature, et auquel cas simplement c'est un aveuglement de surface, on a cru que ça se ressemblait, donc on a voulu parler de parapropriété intellectuelle, mais elles n'existent pas parce que ce ne sont pas des propriétés intellectuelles. Donc, quelle que soit la conclusion, finalement, les parapropriétés intellectuelles ne peuvent être qu'une qualification transitoire, et une fois qu'on aura éclairci leur nature, finalement tout sera réglé. Donc vous voyez ce qui pèse sur mes épaules.
Bon, cela dit, il faut quand même faire une remarque pour tempérer ce que je viens de dire, parce que cette idée, qui est très ancrée chez les juristes, hein, selon laquelle une fois que vous avez réglé la question ontologique, c'est-à-dire la question de l'essence, la question de la nature d'un objet, eh bien, vous avez déterminé son régime. Nature égale régime, hein, ça c'est quelque chose, une équation très admise dans le monde juridique. Sauf que oui, mais ça renvoie simplement à une conception particulière du droit, qui est la conception juste naturaliste. C'est l'idée grecque qu'il existe un ordre naturel des choses, hein, le cosmos est ordonné selon des lois particulières, que la tâche du juriste, c'est de transposer cet ordre naturel à l'intérieur de l'organisation de la cité. Cette idée de cosmos et d'ordre, les Romains vont la traduire par l'idée de nature, et finalement, on a ce résultat que pour les Romains et pour les juristes, la nature donne une place à chaque chose, et pour savoir quelle est la place que les juristes doivent donner à chaque chose, il suffit d'interroger la nature des choses. Mais ça, c'est très juste naturaliste. Parce que si vous avez une vision positiviste, ou lâchons un gros mot chez des privatistes normativistes du droit, on va vous dire, mais la nature des choses n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que le système juridique fonctionne selon un système de non-contradiction, et pour peu que des objets de même nature, vous leur donniez des régimes juridiques différents, ça ne pose strictement aucun problème. Le législateur peut tout faire, il fait ce qu'il veut. La seule limite, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de contradiction de règles, mais on peut très bien avoir pour des objets de même nature des régimes différents si les finalités poursuivies ne sont pas les mêmes. Donc la nature, décelée et décidée de la nature d'un objet ne va pas régler la question pratique qui est la nôtre, qui est celle de savoir quel est le régime juridique qu'il faut leur assigner. Donc ça modère assez nettement l'objet de la quête de cette intervention qui est la mienne, qui est d'essayer de trouver quelle est la nature de ces objets de parapropriété intellectuelle. On ne va pas tout régler avec cela, mais ça ne veut quand même pas dire que je vais m'arrêter là et que finalement ça ne sert à rien de se poser la question. Je vais quand même me poser la question, sachant quand même qu'on part là aussi sur un autre biais. L'autre biais, c'est que, et vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi, hein, que des questions de propriétés intellectuelles, moi je ne vois ça qu'en béotien et par la bande, mais l'idée d'un code de la propriété intellectuelle dans lequel on rassemble tous ces objets laisse penser qu'il existe la propriété intellectuelle qui obéit à un régime donné, et c'est pour ça que le colloque d'aujourd'hui, il ne s'intitule pas « les parapropriétés intellectuelles », mais il s'intitule « la parapropriété intellectuelle », avec cette idée là encore qu'il y a une essence commune aux propriétés intellectuelles, une essence commune à tous les objets dont il a été question ce matin, la parapropriété intellectuelle, et que si l'on conclut que la nature et l'essence est la même, eh bien il faut évidemment que les régimes soient les mêmes, etc., etc. Sauf que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une propriété intellectuelle. Et d'ailleurs, les juristes spécialistes que vous êtes le savent bien, parce que certains vont se destiner à l'étude de la propriété industrielle et d'autres seront plutôt PLA, propriété littéraire et artistique. Ça montre bien qu'on a quand même deux champs, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, un niveau très, très haut, assez différent dans la propriété intellectuelle. Donc s'il n'y a pas une propriété intellectuelle, il y a de fortes chances aussi qu'il n'y ait pas une parapropriété intellectuelle, mais des parapropriétés intellectuelles avec chacune des régimes différents. Et là, le jeu change, c'est plus une quête ontologique, c'est beaucoup plus modestement de faire un espèce de jeu d'appariement en disant parmi tous les objets qu'on a vus ce matin, est-ce que certains ressemblent à des objets qui sont déjà consacrés en qualité de propriétés intellectuelles que l'on trouve dans le code de la propriété intellectuelle, pour la liaison, et simplement, ou alors est-ce qu'ils sont complètement différents? Est-ce que cet objet de parapropriété intellectuelle, est-ce que je ne peux le relier à aucun objet qui figure, qui est consacré dans le code de la propriété intellectuelle? Donc vous voyez, en fait, il y a deux approches possibles, et évidemment c'est le plan de mon intervention. Une approche synthétique, dans laquelle on essaye de trouver la nature de la parapropriété intellectuelle, et voir si c'est la même nature que la propriété intellectuelle, approche synthétique, et puis une approche analytique, où on regarde les objets les uns après les autres, et on essaie de faire un jeu de famille, en fait, et de les apparier les uns avec les autres. Voilà. Alors,
quelques mots d'abord sur l'approche synthétique des choses. Est-ce qu'on peut découvrir une nature commune entre les objets de parapropriété intellectuelle et les objets de la propriété intellectuelle? Il me semble que là-dessus, comment est-ce qu'on peut répondre? Pour répondre, il faut d'abord évidemment se poser la question, en partant du plus simple, c'est-à-dire de ce qu'on connaît, quelle est la nature de la propriété intellectuelle? En tout cas des objets de la propriété intellectuelle. Sur quoi porte la propriété intellectuelle? Quelle est la spécificité de son objet? J'allais dire, il y a deux façons de répondre. La première façon, c'est de dire, l'opposition, c'est le corporel et l'incorporel. La propriété classique, c'est le corporel, la propriété du CPI, c'est l'incorporel. Premier critère. Et puis comme ce critère ne fonctionne pas bien, c'est ce qu'on va voir, un autre critère qui est contenu dans les mots mêmes que l'on utilise, c'est l'intellectualité, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme ça, mais le caractère intellectuel du bien, qui serait le vrai critère plutôt que le critère d'incorporalité. Alors d'abord sur la corporalité, l'idée, elle est très basique, il faut toujours raisonner par des choses simples. On a une situation dans laquelle on attribuerait à la propriété de l'article 544, la propriété du Code civil, tous les objets, meubles ou immeubles, corporels, et puis tout ce qui relève de l'incorporel devrait avoir sa place dans le Code de la propriété intellectuelle. Or, tous les objets dont il a été question dans ce colloque sont des objets qui sont, si on se garde évidemment de confondre l'objet et le support éventuel dans lequel il s'incarne, mais ça c'est une distinction qui est tellement habituelle chez les juristes spécialistes de propriété intellectuelle que je ne vous ferai pas l'injure de la rappeler, mais si on ne fait pas cette confusion, la ligne de partage elle est très claire. Hein. Voilà, 544 c'est du corporel, et puis le CPI c'est l'incorporel. Comme les objets dont on a parlé ce matin sont incorporels, ils doivent être intégrés dans le Code de la propriété intellectuelle. Ce sont des propriétés intellectuelles parce qu'incorporelles. Voilà. Bon, alors pourquoi ça ne marche pas? Ça serait tellement facile. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le Code civil n'est pas du tout rebelle à l'incorporel. Pas du tout. Alors, je n'ai pas pris de Code civil parce que dans mon train c'était trop long, mais alors du coup j'ai recopié. Oui, j'ai fait un petit mémo. Article 526 du Code civil à propos des immeubles sont bien immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, nous dit le Code, je vous cite, l'usufruit des choses immobilières, les servitudes et services fonciers, les actions, j'écris tellement mal, qui tentent à revendiquer les immeubles, parce que je n'apprends pas le Code civil par cœur. Et puis, pour les meubles, sont meubles par détermination de la loi, je cite, les obligations et les actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des objets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. Bon, ça, c'est pas du corporel, et c'est dans le Code civil, à propos de la distinction des meubles et immeubles, mais c'est dans le Code civil. Bon, sauf qu'attention, il ne faut pas se faire avoir. Parce qu'en réalité, on ne parle pas du tout des mêmes choses. Ce dont on parle ici, on ne parle pas des objets qui sont donnés, pour prendre la distinction de génie, entre le donné et le construit, ce n'est pas une réalité à laquelle le Code civil doit se frotter et qu'il doit qualifier. Ce sont des créations directes du système juridique, parce qu'il est question dans ces deux textes-là de droits subjectifs. Alors, de droits subjectifs soit réels, servitude, services fonciers, etc., ou des droits subjectifs personnels, les actions. Alors, un droit subjectif, personne ne l'a jamais touché de ses mains, personne ne l'a vu de ses yeux. Évidemment, c'est incorporel, un droit subjectif. Mais ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas de savoir si les techniques et les outils générés par le système juridique ont une nature corporelle ou incorporelle. C'est ce qui est généré par la réalité. Est-ce que ça, c'est corporel ou incorporel, et est-ce que ça, c'est saisi par le Code civil? Je prends une invention, vous n'avez pas besoin d'avoir toute une législation sur les brevets pour que les hommes inventent des choses. On n'a pas attendu le droit d'auteur pour qu'on ait, ce matin, on avait parlé de la navigation et de l'Iliade et de l'Odyssée. On n'en a pas eu besoin. Ça existait avant qu'il y ait un système de protection, etc. Donc il y a une réalité extérieure au droit. Et la question, elle est là. Est-ce que le Code civil est capable, de 1804, de se saisir de réalités incorporelles qui existent indifféremment du système juridique? Alors la réponse, selon moi, elle est positive. Je ne vais pas détailler parce que je ne voudrais pas être trop long, mais ce matin, on a beaucoup parlé de l'image des biens. Alors, on a eu tout l'historique avec le conseiller Gridel sur cette question, l'évolution de la jurisprudence qui a été parfaitement retracée. Mais je crois que l'idée de départ, en tout cas moi, en tant que spécialiste de droit des biens, elle me paraît parfaitement fondée. Une chose corporelle a tout un tas d'utilités immenses. L'article 544 réserve exclusivement toutes les utilités de la chose
à son propriétaire. L'une des utilités, des usages possibles, c'est celle de reproduire la forme extérieure de ce bien. Je ne vois pas pourquoi cette utilité particulière devrait être retranchée à la propriété de l'article 544. Ce qui nous amène à quoi? Que tout objet corporel a aussi, à travers son image, une dimension incorporelle. Donc voilà, alors après on a évidemment, la Cour de cassation a fait une reculade, on a craint que du coup ça allait paralyser parce que le droit était trop fort, l'exclusivité était trop forte, donc on a essayé de la tempérer, on a glissé comme l'a montré le conseiller Gridel sur la vie privée, on a essayé de trouver d'autres fondements, bref, on n'a pas taugé. Mais du point de vue de la technique du droit des biens, ça me paraît parfaitement fondé. Et puis, je terminerai par là, sur l'incorporel et les biens, le Code civil, alors pas que le Code civil, mais disons, en dehors du Code de la propriété intellectuelle, vous avez des volontés de réservation d'éléments totalement incorporels, et notamment l'activité économique. L'activité économique, elle a été saisie comment ? En 1804, c'était l'agriculture, hein, l'activité économique, c'était avant le boom industriel, donc ça a été saisi avec la technique de l'immobilisation par destination. Tous les meubles, tous les animaux rattachés à un fond de terre sont considérés comme des immeubles. Qu'est-ce qu'on fait ? On nie la réalité matérielle des choses, la nature mobilière ou immobilière des biens, pour dire ce sont tous des immeubles. Pourquoi ? Parce qu'on veut saisir autre chose qui est la réalité incorporelle de l'activité économique. Et après, on a fait la même chose de façon beaucoup plus conceptualisée avec le fonds de commerce. Un office ministériel, c'est une licence, une autorisation de l'État d'avoir une certaine activité économique. Tout ça, ce sont des choses, des objets incorporels qui sont appréhendés en dehors du Code de la propriété intellectuelle. Donc, c'est ma première conclusion, c'est pas à travers l'incorporalité qu'on va saisir la nature des objets de la propriété intellectuelle. Du coup, il faut trouver un deuxième critère. Est-ce que le deuxième critère, ce serait tout simplement pas ce que nous disent les mots, c'est-à-dire le caractère intellectuel, l'intellectualité des biens, avec cette idée que ces biens-là, une œuvre, ça procède de l'esprit de l'auteur. Une invention, ça procède de l'esprit de l'inventeur. Un logiciel, ça procède de l'esprit de son concepteur. Donc tout ça provient d'une activité intellectuelle, et c'est pour ça que ça s'appelle le Code de la propriété intellectuelle. Vous prenez les objets du Code civil, un fond de terre, un morceau de bois, pardon, mais ça ne procède pas de l'intellect de quiconque. Donc du coup, le critère, ce serait ça, origine intellectuelle ou pas. Sauf que si on part là-dessus, on n'a pas fini avec les déboires. Premier déboire, la question qui est posée est celle de la nature des objets. Alors ça, c'est une question de philosophe que je me pose, à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que dire que certains objets ont une même origine, l'intellect, implique forcément qu'ils ont une même nature? Je ne suis pas sûr. Je ne saurais pas répondre, parce que ça, à mon avis, voilà, c'est plus une question de théoricien qui est au-delà de mes compétences. Bon, première difficulté. Deuxième difficulté, si vous passez au crible de ce critère de l'intellectuel, les parapropriétés intellectuelles, il ne va pas rester grand-chose. J'allais dire même quasiment rien. Parce que quand on parle du nom, le nom, vous en avez hérité. On a vu un prince d'Angleterre faire commerce aux États-Unis de son nom parce qu'il avait eu la chance d'être né avec un nom extrêmement célèbre. Je ne suis pas sûr que son activité intellectuelle soit à l'origine de son nom. La notoriété, ça peut se discuter. On a parlé du droit de l'organisateur de spectacles sportifs, c'est pas a priori l'activité intellectuelle non plus qu'on met à l'origine de tout cela. Et les données personnelles, dont on a parlé là encore ce matin, je vois pas non plus d'activité intellectuelle. Donc ce critère-là va nous laisser orphelins en nous disant finalement que tous ces objets de parapropriété intellectuelle n'en sont pas. Donc c'est ma deuxième hypothèse dans mon introduction, c'est-à-dire qu'en fait on est complètement à côté de la plaque dans ce colloque. Pardon Jean-Michel et Pascal, hein, mais voilà. Non mais on n'est pas à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que c'est mon critère qui n'est pas le bon. Mon critère, il n'est pas bon parce que, évidemment, prenez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais prenez le Code de la propriété intellectuelle, d'accord, l'origine intellectuelle fonctionne pour l'œuvre, fonctionne pour l'invention, fonctionne pour tout un tas d'objets, mais on reprend l'exemple des producteurs, dont il a été maintes fois question, producteurs de vidéogrammes, de phonogrammes, de bases de données, il n'y a pas d'activité intellectuelle. Et pourtant, on est bien dans le Code de la propriété intellectuelle. Donc, et il y a le droit des marques aussi, mais ça, on y reviendra au droit des marques. Parce que ça peut se discuter. Enfin, tout est discutable, évidemment. Donc, le critère, voilà, il n'est pas bon déjà si on prend les objets qui sont officiellement considérés comme des objets de la propriété intellectuelle. Donc, ça ne fonctionne pas et, à mon avis, il vaut mieux laisser tomber et
plutôt que d'avoir cette approche synthétique des choses, avoir une approche analytique. Jouons au jeu des appariements et essayons de voir si, parmi tous les objets dont on a parlé ce matin, on peut les rapprocher d'objets qui sont d'ores et déjà saisis par le Code de la propriété intellectuelle. Ici, vous prenez le Code de la propriété intellectuelle, la grande distinction, c'est la distinction entre la PLA et la distinction avec de la propriété industrielle. Et donc, c'est évidemment ma division, la division que je vais suivre. Est-ce qu'il y a des parapropriétés intellectuelles qui seraient en fait des parapropriétés littéraires et artistiques, et est-ce qu'il y a des parapropriétés intellectuelles qui sont en fait des parapropriétés industrielles? Alors, est-ce qu'il y a d'abord des parapropriétés littéraires et artistiques? Le problème des juristes en propriété littéraire et artistique, c'est qu'ils ne s'intéressent pas tellement à la nature de ce que c'est qu'une œuvre. Comment est-ce qu'il fonctionne, mais il regarde le Code de la propriété intellectuelle, il regarde l'ensemble des prérogatives qui sont conférées à l'auteur. Chaque prérogative équivaut à un droit subjectif qui fait l'objet d'un régime particulier et ont une approche complètement éclatée de ce que c'est que le droit d'auteur. Je préfère à cette approche, qui me semble trop pas assez essentialiste et trop dans la ligne descriptive, une approche plus essentialiste qu'ont mené tout un tas effectivement d'auteurs spécialistes de la question pour savoir ce que c'est qu'une œuvre, parce que le droit d'auteur, je ne suis pas du tout convaincu par l'idée que la propriété littéraire et artistique porte sur les prérogatives reconnues à l'auteur. Je ne crois pas à la propriété d'un droit, mais ça c'est un autre débat. Donc je crois que les auteurs sont propriétaires de leur œuvre. C'est quoi une œuvre? Alors c'est quoi une œuvre? Moi je suis assez convaincu, mais évidemment chacun est libre de s'arrêter à la conception qui lui paraît la meilleure. Moi je suis assez convaincu par cette idée de forme, de dire que schématiquement c'est une forme intellectuelle conçue par l'auteur, qu'il ensuite va incarner dans une forme sensible, quelle qu'elle soit, mais qui peut être perçue par les sens, et qui va permettre, dans une troisième étape, à l'amateur d'art de se forger lui-même une propre image intellectuelle qui n'est pas évidemment le décalque de celle de l'auteur. Il y a toujours du bruit entre dans ce qu'on a conçu comme œuvre et la manière dont elle est reçue intellectuellement par l'amateur. Il y a toujours du bruit, du décalage, mais c'est vraiment ça. On part d'une forme intellectuelle, on l'incarne dans une forme sensible et ça se réincarne dans une forme intellectuelle chez l'amateur. Ça me paraît être ça, fondamentalement, l'œuvre. Bon. Alors, si on accepte cette vision de l'œuvre, est-ce qu'on peut retrouver quelque chose qui ressemble à cela dans les parapropriétés intellectuelles? Alors, je vais tenter quelque chose, mais alors j'avance sur des œufs. J'aurais tendance à dire que les données personnelles peuvent être attachées à ce modèle. Pourquoi? Alors on a discuté, on nous a dit que les données personnelles c'était compliqué, il y avait beaucoup de régimes, mais on s'est beaucoup appuyé sur, ce matin avec M. Strouwel, on s'est beaucoup appuyé sur la législation européenne, sur les différentes directives et sur la manière dont les textes saisissaient la question des données personnelles. Et on s'écharpe, la propriété des données, non, c'est le droit de la personnalité, ça n'a rien à voir avec la patrimonialisation, etc. Personne n'est d'accord. Il me semble, mais peut-être sans doute, parce que je n'ai pas assez réfléchi, mais que la nature juridique des données personnelles, c'est pas compliqué. Une donnée, c'est quoi? C'est un fait. Il pleut aujourd'hui ou il fait beau, c'est un fait, c'est une donnée. À partir du moment où elle fait l'objet, ce fait est l'objet d'une connaissance, ça devient une information. Si cette information se rattache à une personne identifiée, ça devient une donnée personnelle. Le fait que la reine d'Angleterre aujourd'hui soit sortie avec tel chapeau, pour moi, c'est un fait et c'est une donnée personnelle parce qu'on sait exactement à quelle personne identifiée se rattache cette information. Et dès lors que ça fait l'objet d'une connaissance, c'est une donnée personnelle. Bon. Alors, pourquoi la donnée personnelle pourrait-elle être approchée d'une œuvre? Avec l'idée suivante, il me semble que ce qu'on appelle personnalité, alors là je parle sous le contrôle de Jean-Michel, on sera d'accord ou pas d'accord, on sera d'accord sur un certain nombre de choses, et puis de Bérangère Glaise aussi, on sera d'accord sur un certain nombre de choses et sur d'autres moins. Il me semble que la personnalité n'est rien d'autre que la singularité du sujet. Ce qu'on appelle personnalité, c'est la singularité. Et la singularité, elle résulte quoi fondamentalement? De votre histoire personnelle, de tout ce qui vous est arrivé. C'est ça qui vous rend singulier. L'histoire d'un individu n'est jamais la même que l'histoire d'un autre individu. Le fondement de la singularité, c'est ça. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la singularité de l'individu, donc sa personnalité, c'est quoi? C'est simplement une agrégation
une sédimentation absolument en processus continu d'un ensemble de données personnelles. Voilà, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous êtes arrivé ci, vous êtes arrivé ça. Vous sédimentez tout ça et ça donne votre singularité. Et ça, c'est protégé au titre de divers dangers, notamment la révélation publique, la captation, etc. Tout ce qu'on connaît par des régimes particuliers. Je pense qu'il y a une théorie unitaire de la personnalité. Bon, et bien si on dit ça, si on dit que la personnalité, fondamentalement, c'est un ensemble, ça se réalise par la sédimentation de données personnelles, la question devient la suivante. Est-ce que la personnalité, votre personnalité, vous la subissez ou est-ce que vous en êtes l'auteur? Ben moi, il me semble, alors j'espère que je ne me trompe pas, mais qu'on ne subit pas sa vie. On la construit et on a la vie et on est celui qu'on veut être. Ça obéit à un projet personnel, on se projette et on agit tel qu'on veut être, tel qu'on veut quelque chose. Vous êtes le créateur de vous-même, de votre singularité. Et donc, si vous êtes le créateur de vous-même selon un projet personnel, il y a bien une œuvre, il y a bien une conception de l'auteur, il y a bien une forme, toujours inachevée, mais à laquelle vous donnez perpétuellement naissance. Et je vous rappelle, parce que je ne le connais pas non plus, mais je l'ai noté, mais regardez. L'article L111-2, vous la connaissez par cœur, mais pas moi. L'œuvre est réputée créée indépendamment de toute révélation publique. Ça, c'est la vie privée. Hein. Elle existe, même si vous ne révélez rien, vous avez une vie privée parfaite. Du seul fait de la réalisation, même inachevée, votre personnalité n'est jamais achevée. Tout ce que vous allez vivre va contribuer à la modifier. Même inachevée de la conception de l'auteur. Vous savez ce que vous voulez être, vous avez une conception, eh bien, les données personnelles peuvent être considérées comme une œuvre. Bon, alors c'est tiré par les cheveux, hein, mais le pire, c'est que j'y crois. Voilà. Je passe parce que il me reste deux petites minutes. Ah, 7 ! Ah, je suis riche. Alors, ça, c'est le droit, mais je ne vais pas tout utiliser. Ça, c'est le droit classique de la propriété littéraire et artistique. Et on sait bien, on l'a dit ce matin, que ça a beaucoup évolué parce qu'on a eu des droits voisins du droit d'auteur et qu'on a intégré dans le Code de la propriété intellectuelle des droits qui étaient fondés non pas sur ce qu'on avait apporté au monde en œuvrant, c'est-à-dire en faisant quelque chose de nouveau, mais qui était protégé simplement parce qu'on avait eu un investissement financier. Alors les gardiens du temple trouvent que c'est une violation du sanctuaire de la propriété littéraire et artistique. Moi, je serais moins rude, mais alors, encore une fois, parce que je ne suis pas spécialiste, hein, je serais moins rude parce que je trouve que si vous enrichissez le monde d'une œuvre magnifique, mais qu'il n'y a personne derrière pour faire en sorte qu'elle soit diffusée auprès de tous et qu'elle touche un maximum de public, eh ben, vous n'aurez enrichi personne. À part vous-même quand vous l'aurez créé. Donc ça ne me choque pas que le Code de la propriété intellectuelle protège ceux qui vont donner à une œuvre, même s'ils n'ont rien créé, hein, c'est vrai qu'on est border, ils n'ont rien créé, mais ils ont donné un retentissement à la création, ils ont par ce fait même enrichi l'humanité. Donc, en tout cas, qu'on soit d'accord ou pas, il y a cette évolution. Est-ce qu'on ne peut pas trouver dans les parapropriétés intellectuelles quelque chose qui y ressemble? Alors, je ne vais pas rentrer dans toute l'analyse savante qu'a fait Didier Poracchia ce matin, mais je suis assez d'accord. Il me semble que le droit de l'organisateur de spectacle, on peut tout à fait le rattacher à ce qui est un droit de parapropriété intellectuelle. Il pourrait tout à fait avoir sa place dans le Code de la propriété intellectuelle. Alors, on va m'objecter deux choses, surtout une chose, on va me dire, mais non, parce que le droit voisin du droit d'auteur, pour être voisin d'un auteur, eh ben, comme un auteur, il y a une œuvre, il faut qu'il y ait une œuvre. Ça voudrait dire qu'il faut que la manifestation sportive soit une œuvre. Alors là, on peut discuter. On n'a pas forcément la même analyse avec Didier. Moi, il me semble qu'une manifestation sportive, vous avez aussi une stratégie sportive. Vous pouvez dire, bah, le match, on va le jouer comme ci, on va le voir comme ça. Et donc, c'est une œuvre presque de collaboration dans laquelle vous vous mettez d'accord pour réaliser de facto un projet intellectuel de conduite du match que vous avez d'ores et déjà projeté. Donc il y a une œuvre, et donc il y a un droit voisin. Ça ne me choque pas. Donc, et puis quand vous prenez le droit des bases de données, qui est considéré, je ne crois pas me tromper, dans le Code de la propriété intellectuelle comme un droit voisin du droit d'auteur, ben, on ne voit pas où est l'auteur. Hein. Quand vous compilez des données qui ne sont pas des œuvres, qui sont des pures données matérielles, il n'y a pas d'œuvre non plus, et pourtant c'est un droit voisin du droit d'auteur. Donc ça, moi j'avoue que ça ne me choquerait pas qu'on le mette dans le Code de la propriété intellectuelle et que cette parapropriété intellectuelle soit en fait une parapropriété littéraire et artistique. Je termine par la parapropriété industrielle. Est-ce qu'on peut imaginer une parapropriété industrielle? Il y a quoi dans la propriété industrielle? Alors évidemment, il y a l'invention.
L'invention, là encore, les juristes vont vous dire le droit de propriété de l'inventeur porte sur le brevet. Alors ça, moi, j'y crois pas du tout. Ça, c'est la vieille lune des juristes qui, comme ils sont très embarrassés par l'incorporel, disent en fait, vous inquiétez pas, ça porte pas sur une invention, quelque chose que j'ai du mal à situer, ça porte sur un bon vieux titre papier délivré par l'administration. Je suis propriétaire de mon titre papier. Mais ça, c'est exactement ce qu'on faisait avec les actions des compagnies, enfin avec les actions et les obligations. C'est une réification du titre qui est très confortable parce qu'on transforme de l'incorporel en du corporel et du coup on fréquente des objets qu'on connaît. Mais pour moi c'est une fumisterie, pardon. C'est autre chose. Le droit du propriétaire, enfin de l'inventeur, il ne porte pas sur le brevet, il porte sur l'invention. Et c'est quoi l'invention? À mon sens, c'est un cheminement. C'est comment est-ce qu'on fait pour obtenir tel résultat que l'on souhaite. Voilà. C'est un chemin vers un résultat précis. Il peut y avoir d'autres chemins, mais c'est un chemin vers un résultat précis. Mais ce n'est pas l'invention qui m'intéresse pour le cas des parapropriétés intellectuelles. Ce qui m'intéresse, c'est les marques. Parce que c'est exactement la même idée, une marque. On a tendance à voir les marques comme étant ce qu'elles étaient à l'origine, c'est-à-dire un signe qu'on appose sur un produit pour attester de sa provenance. À l'origine, c'est ça, une marque. Et donc on dit, la marque, c'est quoi? C'est le signe qu'on appose. Non. C'est plus compliqué. Le signe, comme le brevet, n'est qu'un chemin vers quelque chose. Et ce à quoi sert le signe, c'est, dans sa puissance évocatrice, de faire naître chez le consommateur, chez celui qui regarde le signe, et quelle que soit la nature du signe, une image, et les termes sont très parlants, une image de marque. Pourquoi est-ce qu'on dépense des milliards dans la publicité pour créer dans l'esprit des consommateurs une image de marque? On va avoir telle marque de luxe dans laquelle on va associer ça à telle star, à tel niveau de qualité, etc., etc. On crée dans l'esprit des gens quelque chose, une représentation intellectuelle. Et c'est ça qu'appréhende la marque. Alors une fois qu'on a dit ça, et qu'on est d'accord, alors ou pas, avec ce postulat, eh bien il me semble que les objets dont on a parlé ce matin, qui sont l'image des personnes, l'image des biens, le nom, et aussi, Grégoire, la notoriété, trouvent une explication. Parce que pourquoi est-ce que vous allez invoquer le nom de tel sportif? Et pourquoi est-ce qu'on va payer des centaines de milliers d'euros pour pouvoir associer le nom de tel sportif à telle marque? Parce que le nom du sportif évoque immédiatement quelque chose dans l'esprit du public, parce qu'il est connu. Pourquoi vous allez devoir, je ne savais pas que c'était Cronenbourg, mais ça j'ai appris ça ce matin avec Philippe Yolka, pourquoi est-ce qu'on associe Cronenbourg à Chambord? Parce que Chambord, c'est le luxe, les rois de France, c'est une image vraiment valorisante. Et on a envie de faire de la bière, qui est quand même la bière voilà, du soifard, quelque chose, un produit de luxe. Mais c'est ça qu'on veut faire. Bon, donc pareil, et pareil pour le nom, pareil pour l'image. Vous reproduisez un produit de luxe avec telle star, l'image de telle star, eh bien c'est pareil. Vous associez l'image du produit avec l'image de quelque chose. Ça sert à ça. Donc l'image, le nom, c'est pas ce qu'on approprie, c'est pas ce qu'on cherche à saisir. Ce qu'on cherche à saisir, c'est ce à quoi renvoie le nom et l'image, la photographie de la star, c'est simplement une clé d'entrée vers autre chose. Et ce qu'on approprie, c'est cela. Donc ça m'amène, et je vais terminer par là, à la place de la notoriété. On discute beaucoup pour savoir ce que c'est que la notoriété. Je ne crois pas que ça soit un objet particulier, incorporel, parce que l'incorporel à bon dos, on peut mettre ce qu'on veut dans l'incorporel, tout y rentre. Donc, et la notoriété pourrait devenir un nouvel objet particulier. Et on sent bien que ce qui a de la valeur, c'est l'image ou le nom des personnes notoires. On a demandé à Ducasse de céder son nom et pas à William Dross, parce que voilà, mes talents culinaires, ils ne sont pas spécialement reconnus, bien à tort. Mais c'est évident, c'est ça qu'on cherche à atteindre. La notoriété, pour moi, qu'est-ce que c'est ? La notoriété, c'est pas un objet en tant que tel, c'est précisément la mesure du lien qui existe entre le signe, c'est-à-dire entre le nom, entre l'image d'un bien ou d'une personne, et la représentation intellectuelle que l'on cherche à saisir. C'est ça la notoriété. Et plus vous avez une notoriété importante, plus ce lien va être systématique dans l'esprit du public, et donc plus évidemment l'association sera efficace, parce que toute personne qui va voir l'image de Stade Chambord va s'imaginer tout un tas de choses, ou l'image de tel footballeur va s'imaginer tout un tas de choses, et donc on va associer l'image de la personne ou du bien avec le produit que l'on cherche à céder. Voilà, alors j'en termine là, je n'ai pas répondu à la question, je ne crois pas qu'il y ait de nature des parapropriétés intellectuelles, il y a des rapprochements possibles, plus ou moins tendancieux, plus ou moins, j'allais dire casse-gueule, allez je le dis, casse-gueule, voilà, mais je suis désolé d'avoir raté l'exercice. Merci.
Merci beaucoup pour cette réflexion très ressourçante pour les intellectualistes qui nous a amenés au cœur de la nature finalement des droits de propriété intellectuelle. Merci beaucoup.